Bienvenue dans la Matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 20, saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? Pour ce 20e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clotilde Dussoulier. Clotilde est coach de vie. Elle est diplômée de The Life Coach School, une école américaine qui propose une approche très pragmatique pour résoudre les problèmes que l'on rencontre dans notre quotidien. Ça tombe bien, en devenant parent, on en rencontre pas mal. À travers son podcast « Oui, change ma vie », Clotilde vous aide à faire le tri et mettre des mots sur vos émotions. Elle s'adresse tout particulièrement aux jeunes mamans qui vivent ces changements de vie avec certaines difficultés. Je suis une fidèle de son podcast qui génère des millions d'écoutes. Et j'avais donc très envie de pousser la discussion un peu plus loin sur la maternité et les bouleversements que cela engendre. Avec « Oui, change ma vie », Clotilde vous fournit une palette d'outils extrêmement utiles pour arriver à naviguer cette période intense. Et elle l'admet elle-même, ce tourbillon, elle l'a vécu et ça a changé sa vie. Petit rappel, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. Je les lis tous avec beaucoup d'attention. Merci. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Clotilde de me recevoir dans tes bureaux parisiens. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire ce podcast avec toi vraiment parce que ton podcast personnellement m'apporte beaucoup. Donc j'espère que ce que tu vas pouvoir expliquer va aider d'autres mamans. Est-ce que déjà tu connaissais ce concept de la matrescence? Est-ce que ça te parle? Alors j'en ai effectivement entendu parler après en avoir fait moi-même l'expérience et m'être fait la réflexion qu'effectivement c'était un tsunami tout à fait comparable à l'adolescence, mais que par contre on y était beaucoup moins préparé, qu'on n'avait pas de langage pour le comprendre et que comme on ne comprenait pas forcément ce qui était en train de nous arriver, ça rendait les choses encore plus difficiles. Tu disais que toi tu l'as personnellement vécu. Ça a été d'une manière négative ou positive ce tsunami? Parce que ça peut être les deux. Alors, c'est très joliment posé comme question. Donc moi, j'ai 2 enfants qui ont 7 ans et 4 ans et demi. J'ai 2 petits garçons. Et ça a été vécu pour moi, cette phase, de façon très difficile à la suite de la naissance de mon premier enfant. Mais par contre, pour moi, cette matrescence, elle s'est étalée sur plusieurs années et je pense que j'en sors là à peu près au bout de voilà, 6-7 ans. Enfin, pour moi, le tournant a été peut-être au bout de 4 ou 5 ans. Mais il en est ressorti énormément de choses très positives. Mais un peu comme l'adolescence finalement, ce sont des difficultés qui sont nécessaires pour avancer, pour cheminer et pour devenir la version d'après de qui on est. Mais effectivement, au moment de la naissance de mon premier enfant, je n'étais absolument pas préparée à ce qui allait se passer pour moi émotionnellement. J'étais extrêmement préparée intellectuellement. J'avais lu tous les livres, j'avais regardé toutes les émissions des maternelles pendant toute ma grossesse. Et en fait, j'étais plutôt quelqu'un qui abordait les choses avec ma tête. J'ai toujours été plutôt où je me disais à partir du moment où je sais, où je comprends, on est bon. Et en fait, là, je me suis aperçue que j'étais mise face à quelque chose auquel personne ne pouvait me préparer. Peut-être d'ailleurs qu'on me l'avait dit, que ça allait être difficile émotionnellement, mais je n'avais pas de point de repère pour le comprendre ou pour l'entendre. Et je pense que j'avais aussi une certaine forme d'arrogance sans me juger trop durement. Mais je pense que je pensais
que comme moi, j'étais quelqu'un de très organisé et que j'avais lu tous les livres, pour moi, ce serait différent. Et en fait, pour moi, ça n'a pas du tout été différent. Sauf que comme je pensais que j'étais armée et que j'avais tout compris à tout et que j'avais des tableaux Excel, je suis un peu allée dans le mur. C'est-à-dire que je n'avais pas anticipé le temps de récupération, le temps de rien, le temps de ralentissement qui allait être indispensable pour devenir la mère de quelqu'un, en fait. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis de devenir la prochaine version de moi-même. Je trouve que c'est une chouette façon de voir ça. Pour beaucoup, le tsunami, il est vécu d'une manière tellement difficile et négative qu'on n'arrive pas à voir que c'est une opportunité de construire, pas une autre personne, mais une autre partie de soi et de découvrir des projets. Donc j'imagine qu'il y a eu un changement de carrière ou quelque chose de cet ordre-là. Pour toi, tu disais qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées positivement derrière. Oui, alors, donc moi, au moment où j'ai eu mon premier enfant, j'étais auteure culinaire. Donc, j'avais un blog de cuisine qui s'appelle Chocolate and Zucchini, que je tenais depuis... Donc, mon fils, il est né en 2012 et mon blog, je l'avais créé en 2003. Donc, ça faisait 8-9 ans que j'étais à mon compte. Mon business marchait très bien, mon activité était florissante, mais j'étais à mon compte. Donc, j'étais habituée à travailler, déjà à compter sur moi, à travailler pas mal et à partir du principe qu'il fallait que je continue à alimenter mon blog, à écrire mes articles. Enfin, il n'y avait pas vraiment de repos, il n'y avait pas de break, j'avais pas 5 semaines de congés payés par an. Et en fait, je n'ai pas vraiment anticipé le ralentissement qui allait être nécessaire à ce moment-là. Et du coup, j'ai été obligée de ralentir de fait. Je me suis beaucoup débattue contre ça parce que j'avais vraiment l'impression que mon activité allait en souffrir, allait en pâtir. En plus, c'était un moment où sur la scène des blogs culinaires, il se passait des choses... l'industrie du blog culinaire et du journalisme culinaire et de tout ce qui se fait autour de la gastronomie était un peu en mutation et en réinvention. Et j'avais l'impression de passer complètement à côté parce que moi, j'avais pas le temps, j'avais pas la ressource, j'avais pas l'énergie. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est que c'est après la naissance de mon deuxième enfant où j'ai découvert des outils de coaching qui m'ont permis enfin de mettre de l'ordre dans ma vie intérieure et de vraiment la comprendre. Et donc, c'est à ce moment-là que toutes les leçons que j'avais apprises assez chèrement en essayant de me débrouiller toute seule, c'est à ce moment-là que ça a pris tout son sens et que j'ai beaucoup mieux compris ce qui s'était passé et ce dont j'aurais eu besoin pour que ça se passe de façon plus... Alors, je pense pas que ça puisse se passer facilement, c'est pas le principe, mais d'une façon peut-être en comprenant mieux ce qui m'arrivait au moment où ça m'arrivait. Et donc, en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai eu vraiment envie d'en faire mon métier. Et donc, c'est pour ça que je suis devenue coach à la suite de ça. Alors, donc, c'est à la suite de ton deuxième enfant. Oui. Donc, on est d'accord qu'il faut le dire aux mères, on peut prendre du temps avant. C'est pas forcément dès qu'on a un enfant, on change de carrière et tout est chamboulé. Il faut du temps aussi pour cheminer et comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que tu as appris? Donc, je sais que tu as fait une formation américaine. Oui. Et on va beaucoup en parler de tout ce que tu as appris. Mais comment est-ce que tu as trouvé cette école, cette formation américaine et qu'est-ce qui en est ressorti principalement? Alors, ce qu'il faut dire en amont, c'est que j'écoute des podcasts de développement personnel depuis pas mal d'années maintenant, parce que dans mon métier d'auteur culinaire, je passais beaucoup de temps chez moi à cuisiner et à prendre des photos de ce que je cuisinais, ce qui n'occupait pas du tout mon temps de cerveau. Et donc, pendant que je faisais ça, j'écoutais des podcasts autour de tout un tas de sujets, mais beaucoup autour de la créativité, du business, du marketing et aussi des composantes d'état d'esprit qui vont derrière ça. Et donc, c'est pour ça que c'est par ce biais-là que je suis arrivée à ces outils de développement personnel et de coaching. Et en fait, moi, ce qui a vraiment complètement changé ma vie, c'est de comprendre l'articulation qu'il y a entre les choses qui se passent autour de nous, donc les circonstances, et nos émotions. C'est-à-dire que c'est pas ce qui se passe autour de nous qui crée nos émotions, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas la naissance d'un enfant, c'est pas même le rythme de sommeil des enfants, c'est ce qu'on en pense. Et donc, en fait, cette articulation entre nos pensées et nos émotions, ça me paraît dingue maintenant parce que je manipule ces concepts-là tous les jours, mais la plupart des gens ne sont pas au courant que nos émotions ne nous arrivent pas juste comme ça, frontalement, que nos émotions naissent de ce qu'on se dit sur les situations qu'on rencontre. Et en fait, là où ça m'a permis vraiment de mettre de l'ordre dans ma vie intérieure, c'est que j'ai pu comprendre pourquoi est-ce que je ressentais les émotions que je ressentais. C'était pas mon bébé, c'était pas est-ce qu'il faisait ses nuits ou pas. En l'occurrence, il les faisait absolument pas. Et c'était pas toutes ces choses-là, c'était la façon dont je les vivais et c'était les conclusions que j'en tirais sur moi, sur ma vie, sur mon couple, sur ma carrière. C'était ça qui créait des émotions douloureuses.
Et donc, le but du jeu, c'est pas de se dire, à partir du moment où on sait qu'on peut penser positif, on va penser positif tout le temps pour être heureux tout le temps. C'est pas ça le but du jeu. C'est simplement d'arriver à décoder quand on est dans une situation difficile. Je prends l'exemple simplement, voilà, mon enfant ne dort pas 8 heures d'affilée la nuit. Ça, en soi, c'est pas un problème avant qu'on choisisse de penser que c'est un problème. Et j'ai le choix dans la façon dont je définis ce problème, la perspective que je prends sur cette situation, qu'est-ce que je me dis sur la suite. Et moi, en l'occurrence, pour mon premier enfant, j'avais beaucoup de pensées qui créaient du désespoir, de la frustration, de l'impuissance autour de cette histoire de sommeil de mon fils, une impression d'inadéquation totale où je me disais mais j'ai lu tous les livres, comment ça se fait qu'il ne dort pas? Je l'allaitais, je me disais que c'était à cause de ça. Enfin voilà, tout un tas de pensées qui créaient des émotions très compliquées. Alors que si on sait un petit peu mieux faire de l'ordre à l'intérieur, on peut trouver un recul qui permet de s'apaiser, de voir les choses avec plus de philosophie, ce que j'ai beaucoup plus réussi à faire avec mon deuxième. Et combien de temps, à toi, personnellement, ça t'a pris pour arriver à manipuler ces concepts, comme tu dis, et de les appliquer et de faire en sorte que c'est un résultat apaisant? Alors, moi, quand j'ai découvert ces outils, et c'est en particulier par le biais du podcast de la coach américaine auprès de qui je me suis formée, donc qui s'appelle Brooke Castillo, et je me souviens en 3 semaines avoir écouté tous les podcasts qu'elle avait publiés dans les 2 années précédentes. Et en l'espace de 3 semaines, moi, ça a complètement métamorphosé ma vie intérieure. Donc, à mon sens, c'est pas obligé que ça fasse à tout le monde cet effet-là. Mais je pense que personnellement, j'étais à un moment de ma vie où j'étais prête à trouver... En fait, j'avais l'impression de m'être posé des questions toute ma vie sans avoir aucune réponse, et que là, j'avais pas toutes les réponses, mais au moins, je comprenais comment trouver mes propres réponses. Ouais, t'étais enfin prête à recevoir l'information qui t'était donnée. Voilà, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que souvent, on se dit « mais pourquoi je ne savais pas avant ?» Mais peut-être on n'était juste pas prêt. Oui, peut-être qu'on me l'avait dit avant, oui. mais que je ne l'avais pas entendu, je ne l'avais pas compris. Mais ce que j'ai eu comme impression quand même, c'est qu'il y a tout un tas de concepts de coaching. Et moi, depuis toujours, je me pose des questions. Donc, j'ai été voir des psys. J'ai jamais eu une vie intérieure qui était simple. J'ai toujours été beaucoup dans la suranalyse, la surinterprétation et essayer de tout comprendre. Je voulais que tout soit parfait tout le temps. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions et ces réponses-là, je ne les avais pas trouvées. Et donc, c'est le postulat à partir duquel j'ai créé mon podcast. C'est que je me suis dit, ces concepts-là ont changé ma vie. Je peux supposer qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de moi qui n'ont pas connaissance de ça. Et donc, j'ai créé Change ma vie pour les diffuser. Et je confirme qu'on est plusieurs à profiter de tes podcasts. Alors, dans ton pitch, je te le disais juste avant qu'on commence cette interview, tu expliques que tu accompagnes des femmes avec de jeunes enfants qui sont en couple et qui ne savent plus très bien où elles en sont parce qu'elles essaient de tout gérer. Alors, la première fois, je me suis dit, mais pourquoi elle me parle à moi? Parce que concrètement, on est beaucoup à cocher les cases que tu décris une fois qu'on a eu un bébé. Ça peut paraître insurmontable tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu as ciblé cette catégorie-là de personnes? C'est très précis dans ton descriptif. Alors, la raison, je pense que la plupart des gens qui choisissent de se spécialiser dans un type de problématique, c'est généralement mon client, c'est moi, donc ma cliente, c'est moi. Et en fait, ça me paraît... à titre personnel, je suis très intéressée par ce type de situation parce que je l'ai vécu et traversé et dénoué moi-même, et parce que ce sont des géométries de vie dans lesquelles les femmes se disent... J'ai toujours pensé qu'une fois que j'aurai tout ça, une fois que j'aurai un couple stable, une fois que j'aurai un travail, une fois que j'aurai un appartement ou une maison et une fois que j'aurai des enfants, j'ai toujours pensé que ça, c'était les éléments extérieurs qui feraient jaillir mon bonheur et que, en fait, toute une partie de leur vie, leur quête, de façon avouée ou un peu inconsciente, leur quête, c'était de réunir ces éléments extérieurs qui allaient faire que leur vie, tout serait en place et que ça pourrait commencer à être vraiment chouette. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est pas les enfants, c'est pas le conjoint ou la conjointe, c'est pas la maison, c'est pas le travail qui crée le bonheur, que tout ça, ça peut être une source de bonheur, mais ça peut être aussi une source d'anxiété, d'inquiétude, de frustration, d'impuissance, etc. ou de colère parfois, et que c'est à nous, dans ces circonstances, de trouver le juste regard à poser pour pouvoir simplement habiter cette vie de la façon qu'on choisit. Donc, j'ai pas d'idée prédéterminée. Et d'ailleurs, sur les parcours de vie, à mon sens, tous sont valides à partir du moment où ils nous correspondent. C'est simplement que
je veux vraiment apporter une aide à des personnes qui rencontrent ce désespoir très particulier de se dire je pensais que tout ça ferait mon bonheur et maintenant que je l'ai, je m'aperçois que ça ne le fait pas et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est-à-dire, en fait, elles sont dans une impasse parce qu'elles se disent il n'y a rien de plus à rajouter dans ma vie, j'ai tout et donc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est les outils que je leur propose pour arriver à s'installer dans cette vie et à en tirer à en tirer profit, en fait, à en bénéficier, à savoir en profiter, à savoir être présente, à savoir voir la partie des choses qui leur plaît et s'accommoder des choses qui leur plaisent pas et à inventer la suite avec clarté et enthousiasme. Moi, je suis frappée dans les podcasts que j'adore un de tes podcasts, vraiment, je le redis. Quand on ressort des 15-20 minutes de ce que tu dis, j'ai l'impression de tout remettre en question, de dire « Ah, mais tout ça, je croyais que c'était comme ça ». On a beaucoup de croyances, finalement, autour des émotions, autour de son vécu personnel. Et quand toi, tu nous dis « Mais en fait, c'est nous qui sommes responsables de notre propre bonheur », c'est terrifiant, finalement. Alors, ça peut être pris dans les deux sens. C'est-à-dire que, généralement... La première réaction, c'est une certaine réaction de découragement. Oui, c'est pour ça que c'est ce qu'on se dit, mais finalement, c'était si simple. Alors, il peut y avoir en fait, c'était si simple et comment ça se fait que je ne l'ai pas su avant, donc ça, c'était ça un type de réaction. Mais il peut y avoir, en fait, une certaine forme de découragement ou de dépit, parce qu'en réalité, il y a une partie de nous qui préférerait penser que c'est notre mari ou notre conjoint qui est responsable de notre bonheur et qu'il suffirait que voilà, la personne avec qui on partage notre vie fasse les choses un petit peu différemment et alors, parce qu'à ce moment-là, ça permet de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre et donc c'est pas à nous de faire le boulot. Mais si on prolonge le raisonnement, l'idée c'est de se dire que moi je préfère très largement être responsable de mon propre bonheur parce que qui mieux que moi a mon bonheur à cœur et qui mieux que moi sait ce qui me plaît et ce dont j'ai besoin pour avancer et pour être sereine. Donc pour quelque chose qui nous touche, et je fais parfois le parallèle avec l'indépendance financière, c'est que si on repose sur les autres pour vivre, pour payer nos charges minimales, etc., c'est une situation dans laquelle ça peut être assez inconfortable, alors que la raison pour laquelle certaines d'entre nous font le choix de travailler et d'avoir une indépendance financière, c'est parce qu'on se dit je peux subvenir à mes propres besoins. Et donc c'est la même chose sur les besoins émotionnels, c'est cette idée de ne pas déléguer à quelqu'un d'autre le soin de nous rendre heureuses ou malheureuses et de se dire en fait c'est à moi de créer tout ça et je pourrais le créer exactement comme je veux. Et est-ce que tu as l'impression que, on a bien compris qu'en France en particulier, on n'est pas une culture où on parle beaucoup des émotions, on n'est pas vraiment tourné vers ça. Est-ce que tu as l'impression que quand on devient mère, il y a quelque chose qui se joue aussi avec les émotions et c'est peut-être un moment particulier où on se questionne un peu plus sur ce qui se passe dans notre vie intérieure, justement. Tu sens que des gens qui peuvent être très fermés? Ce que j'ai pu observer, c'est que... j'ai l'impression qu'au moment de devenir mère, il y a une sorte d'intensification. Alors, est-ce que c'est hormonal ? Est-ce que c'est lié à autre chose ? Neurobiologique aussi. Neurobiologique, oui. Il y a une sorte d'intensification de ces phénomènes émotionnels. Et donc, pour les personnes qui étaient avant assez émotives, assez sensibles, ça s'accentue. Et pour les personnes qui vivaient leur vie émotionnelle plutôt en mode bulldozer, c'est-à-dire les émotions, moi, connais pas, je vais pas m'encombrer de ça et tout va toujours bien et il faut y aller, etc. En fait, ce type de stratégie s'émousse et ne fonctionne plus. Et en fait, la digue est fêlée et en fait, il y a plus moyen de contenir toutes ces émotions. Je pense pas qu'il y ait une configuration qui soit plus favorable que l'autre, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il me semble que toutes les femmes dans ce passage qui est pour la plupart un passage de sensibilité accrue, de vulnérabilité accrue, de dépendance accrue pour simplement leur fonctionnement au quotidien, ont besoin aussi des outils pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette émotion ? D'où est-ce qu'elle vient ? Et surtout, qu'est-ce que j'en fais ? Dans la maternité, j'ai l'impression qu'il y a une émotion qui ressort beaucoup. Je ne sais pas si d'ailleurs c'est une émotion, peut-être que je me trompe. La frustration. Frustré de ne plus avoir la vie qu'on avait, frustré de ne plus pouvoir faire comme on faisait avant. Je pense qu'il y a beaucoup cette notion-là de la vie avant, la vie après pour beaucoup de mamans. Est-ce que tu aurais un outil ou quelque chose qui fait qu'on peut se sortir de ce cercle vicieux, parce qu'on rumine beaucoup dans ces cas-là, pour parler de la frustration? Oui, alors donc la frustration, c'est effectivement une émotion qui vient d'une pensée qu'on a, qui est
en gros, la pensée type qui crée de la frustration, c'est il y a quelque chose que je voudrais faire et on m'en empêche. Et donc, en fait, le but du jeu, si on ressent de la frustration, c'est d'identifier déjà quelle est la pensée exacte qu'on pense. Est-ce que c'est je voudrais dormir et mon bébé m'en empêche, je voudrais sortir mais comme il y a le bébé, c'est pas possible. Donc voilà, savoir exactement de quoi est-ce qu'on se sent empêché et qui est-ce qu'on juge responsable de cet empêchement pour voir à qui est-ce qu'on rend responsable et ensuite faire un pas de recul et reprendre en fait la responsabilité de la situation dans laquelle on est. Et ça veut dire à la fois se souvenir que cet enfant a priori, dans la majorité des cas, on l'a voulu, en tout cas on a choisi de le garder, on a choisi, voilà, donc c'est un choix qu'on a fait, un choix qui n'est pas facile, un choix qui a des conséquences et parfois c'est pas les conséquences qu'on avait anticipées, donc déjà reprendre la responsabilité du choix, inscrire cette difficulté dans la temporalité, parce qu'en fait, surtout les premiers mois de vie d'un bébé, c'est le temps le plus long, le plus court. C'est-à-dire que quand on est dedans, on a l'impression que c'est toute une vie, c'est-à-dire le temps passe hyper lentement et chaque minute paraît hyper longue. Et en réalité, à l'échelle d'une vie et à l'échelle de la vie d'un enfant, quand on en est sorti, on s'aperçoit qu'en réalité, c'était très peu. Donc, se souvenir de cette temporalité, que ça paraît très long quand on est dedans, mais que ça ne durera pas toujours. Donc, essayer de se rappeler de ça. Et ensuite, mettre en place des choses pour simplement accueillir les émotions. Et se dire simplement, bah ouais, là pour l'instant, c'est hyper frustrant pour moi, c'est vachement difficile parce que j'avais une vie très active, que je me voyais comme quelqu'un de très active, que je voyais plein de gens tout le temps, qu'on allait dîner tout le temps, que je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais, j'étais hyper libre. Et ouais, pour moi, c'est difficile de m'adapter à ce nouveau rythme. C'est un rythme que j'ai choisi, mais c'est difficile pour moi de m'y adapter. Et donc simplement d'avoir un discours intérieur qui ne nie pas la difficulté, qui n'essaie pas de l'écarter ou de la mettre sous le tapis ou de se raconter des histoires, mais de simplement reconnaître, et c'est pour ça que le mot de matrescence peut être utile, c'est de se dire je traverse une période qui est pas facile et ça ne dit rien sur moi, ça dit simplement quelque chose sur ce changement d'identité et de rôle et de configuration de vie que je suis en train de traverser. Oui, c'est important de se rappeler que c'est une phase de sa vie, que ça ne veut pas dire que c'est pour la vie, justement. Ça, oui. Je pense que ça aide beaucoup quand on se raccroche. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit venir assez spontanément à d'autres mères, comme ça me venait à moi. C'est-à-dire, moi, je me souviens, dans les tout premiers temps de la vie de mon bébé, où j'avais une très, très forte anxiété, qui n'a pas été... J'ai pas eu de diagnostic de dépression du postpartum ou d'anxiété du postpartum. On n'a pas mis de mots dessus, mais moi, je sentais que j'étais... C'était un brouillard complet et je me souviens que j'allais chez le pédiatre avec mon bébé dans la poussette et en fait, il est né au mois de mai, donc il faisait hyper beau, tout ça, et je voyais les gens à des terrasses et je me disais, un jour, ils ont été bébés et maintenant, ils sont plus bébés. Ou je regardais des enfants et je me disais, ils sont grands et un jour, ils étaient bébés, mais maintenant, ils sont plus bébés. Et en fait, j'avais cette idée que j'avais l'impression d'être complètement coincée dans une période qui me paraissait sans fin, avec en plus cette espèce de phénomène où les nuits se transforment en jours et en fait on dort pas la nuit, on essaye de dormir le jour, enfin on est complètement jet-lagué en fait, c'est le jet-lag du bébé. Le brouillard. Et voilà, un brouillard total. Et donc le fait d'avoir cette voix intérieure qui dit oui, c'est difficile pour l'immense majorité des mères. Et ça, je pense aussi que c'est une des fonctions d'un podcast comme le tien et du discours qu'on est en train de développer autour de ça, c'est que la plupart des mères se sentent très seules avec ça parce qu'on leur a vendu des publicités, des images et des discours autour de la maternité qui sont tout est formidable, tout n'est que joie et gazou gazou comme mon bébé est beau. Et il y a ça, mais c'est pas la seule, c'est 50-50 la maternité. Donc il y a des choses qui sont formidables, mais il y a aussi des choses qui sont difficiles et moins formidables. Et c'est vrai qu'on a une petite tendance à ne pas parler de ces choses qui sont un peu dures. Par pudeur, par fierté, par orgueil, pour pas décourager les gens, pour pas s'apesantir sur des choses qui sont difficiles. Donc c'est pas toujours à des fins, enfin c'est parfois plein de bonnes intentions. Hein. C'est vrai. Mais du coup, la chute est dure. Enfin, mais voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu ça, de mettre un pied dans ce monde, de l'autre côté, de se dire, mais
Pourquoi? Ouais, c'est ça. J'étais pas prête du tout. Dans tes séances de coaching avec les mamans, est-ce que tu sais dégager un thème qui revient le plus souvent ou c'est vraiment disparate en fonction des femmes? Alors, le programme d'accompagnement que je propose, il fait vraiment un tour à 360 degrés de la vie de ces femmes, donc la relation qu'elles ont avec elles-mêmes, leur relation de couple, la parentalité, leur relation à leur vie professionnelle et la gestion du temps. Donc, on a le temps, dans ce programme qui dure 6 mois, de passer vraiment en revue ces différents domaines. Mais autour de leur rôle de mère en particulier, je pense que ce qui revient assez souvent, c'est l'impression d'un déséquilibre entre ce qui leur revient à elles et ce qui revient à la personne avec qui elles ont eu un enfant. Et ça, il me semble que c'est une difficulté qui est très partagée par peut-être pas toutes les femmes, mais enfin une grande majorité. Et je pense que c'est vraiment intéressant de s'y pencher parce qu'on a d'une façon générale un discours qui est souvent assez généralisant sur voilà, la situation des femmes en général, le rôle des pères en général, la répartition des tâches en général. Et je pense que c'est vraiment important pour chaque femme, dans son couple à elle, dans son modèle familial à elle, en fonction de ses aspirations à elle et des aspirations de leur conjoint ou de leur conjointe selon la configuration dans laquelle elles sont, de vraiment définir qu'est-ce qui est une source de difficulté pour elles, en faisant abstraction du discours général de féminisme ou de changements sociétaux, etc., qui ont complètement leur place, mais où parfois les femmes que j'accompagne ont finalement intégré des messages sur la façon dont ça devrait se dérouler pour que ce soit équitable et pour que ce soit bien. Et en fait, elles se mettent dans une position où c'est très antagonisant dans leur couple, alors qu'en fait, si on faisait abstraction de ça, peut-être que la discussion pourrait être plus simple. Et je ne sais pas si tu... Non, si oui, tu du coup, vois il y a une j'exprime. pression sociale Oui. pour des femmes qui, au final, peut-être seraient très contentes de faire un peu plus ou des tâches qui sont dites féminines parce qu'il y a ce discours ambiant, c'est ça que tu Voilà, dis. c'est ça. Elle se rajoute une pression, voilà, en fait. c'est ça. Et en fait, il me semble que dans le discours ambiant, on a cette espèce de contradiction au milieu de laquelle les femmes sont prises en étau, qui est à la fois qu'on continue à recevoir énormément de messages sur la toute-puissance de la mère, l'importance de la figure d'attachement maternel, l'importance de la féminité, de la beauté, de la séduction dans le couple, etc. Et en même temps de la répartition. Donc on nous dit, pour être une bonne épouse, il faut que ta maison soit magnifique, que tes enfants soient tous hyper bien habillés, que Sur tout le monde Instagram. réussisse à l'école, que tout ça soit bien mis en avant sur Instagram, etc. Mais en même temps, il ne faudrait pas que ce soit toi qui nettoie tout le temps et que ce soit pas toi qui change les couches, etc. Donc en fait, alors même qu'on leur dit... Enfin, on est dans cette phase de transition où on a encore un conditionnement social qui rend les femmes responsables de beaucoup de choses de l'ordre du domestique et de l'enfance, mais où en même temps, elles sont censées être des bonnes féministes et donc de ne pas changer toutes les couches et de retourner travailler au bout de X temps, etc. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est pas que l'un ou l'autre modèle est bien ou pas bien, c'est juste de laisser toute la place à chaque femme, et finalement, c'est ça l'ultime liberté, de décider ce qu'elle a envie de faire pour elle. Et donc, une grande partie du travail qu'on fait, c'est d'essayer de démêler tout ça et de se dire, bon, bah, parmi toutes ces choses que j'ai intégrées, toutes ces croyances, toutes ces pensées que j'ai au sujet de mon rôle, qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui me correspond? Et de quoi est-ce que je peux complètement m'affranchir en me disant, voilà, donc sur les histoires d'allaitement, pas allaitement, partage des tâches, pas partage des tâches, sur quel plan, dans quelle dimension, les horaires de travail, etc. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est de rappeler que la discussion au bout du bout, elle se fait entre une mère et la personne avec qui elle a eu son enfant. Et que si la société entière a voix au chapitre dans cette discussion, on alourdit la discussion plus qu'on ne la simplifie. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se laisse... C'est une influence finalement, la pression sociale extérieure. Oui, c'est ça. Sur ce qu'on ressent vraiment dans son intérieur. Et on a du mal à écouter ce qui se passe en nous, c'est une réalité. De ce que j'entends dans ce que tu dis, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, qu'une fois qu'on a un bébé, le couple, c'est quelque chose qui est difficile. Je le dis pas de manière négative, mais qui d'un coup devient... parfois secondaire, parfois plus du tout prioritaire, parfois source de grosses tensions.
parce que d'un coup, il y a une éducation à donner à un enfant et on n'est pas tous d'accord. Est-ce que là aussi, tu as des... Je sais, la communication, c'est la clé, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, quand on a mal communiqué dès le départ avec son conjoint ou sa conjointe, pour essayer d'apaiser un peu toutes les tensions qui peuvent naître avec l'arrivée d'un bébé? Alors, moi, j'ai le sentiment que ce qui est difficile au moment de l'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est qu'effectivement, il y a une redéfinition de la dynamique, de la définition des rôles, et que de la même façon qu'il y a une matrescence, je ne sais pas, une patrescence... Si, ça existe la patrescence. Et qu'en fait... Moins forte. Il me semble qu'une des sources de la difficulté, c'est que même si je pense que les femmes ne sont pas aussi bien préparées qu'elles pourraient l'être à l'arrivée d'un enfant, je pense que les pères ont un déficit encore plus criant de préparation à ça. Et que ça, il y a vraiment, donc je ne sais pas s'il y a des podcasts, il y a sans doute des podcasts sur le rôle, sur les pères et comment est-ce qu'ils ont envie de s'emparer de ce rôle, mais je pense qu'il y a un déséquilibre déjà même avant la naissance, de culture générale sur les bébés, de culture générale sur la parentalité, que schématiquement on reçoit quand on est une femme et à côté de laquelle on peut complètement passer quand on est un homme. Et donc on arrive à la parentalité équipée de façon très inégale. Et je pense que ce qui se passe à ce moment-là, ce qui est en plus renforcé par le fait que le congé de maternité est beaucoup plus long que le congé de paternité, et que le discours autour de la naissance, on parle beaucoup plus aux mères qu'on ne parle aux pères, donc ça se renforce. Mais il y a cette idée dans la tête de beaucoup de femmes qu'elles ont raison, qu'elles savent faire, et que c'est elles qui ont raison, et que donc la personne avec qui elles sont, et donc si on prend l'exemple en particulier de l'homme, parce que du coup le conditionnement social n'est pas le même, que en fait l'homme est un peu un adjoint ou un exécutant, et qu'en tout cas c'est la mère qui sait et le père doit faire de cette façon-là. Et donc il n'y a jamais, je ne dis pas que ça part que dans certains cas peut-être c'est vrai, mais que partir du principe que j'ai raison, que c'est moi qui sais faire, qu'il faut faire comme je fais pour que ce soit bien fait. En fait, même si c'est vrai dans l'absolu, ça laisse très peu de place à la personne qui y est en face pour faire cet apprentissage auquel peut-être il ou elle n'a pas été préparé, et peut-être il y a une phase au cours de laquelle il faut qu'il ou elle fasse des erreurs, mette la couche à l'envers, chauffe pas le biberon, parte au parc sans avoir emporté aucun matériel, emmène l'enfant à la crèche et en fait il est encore en pyjama, etc. Et en fait, donc c'est vraiment cette idée, et ça prépare d'ailleurs sans doute très bien à la parentalité, c'est de laisser de la place, même si nous on sait faire, même si nous on a la capacité de faire, de laisser la place à l'autre de faire ses erreurs et ses expériences, et de définir pour lui-même le parent qu'il a envie d'être. Et ça, c'est très difficile parce qu'en particulier quand on a un bébé, parfois on peut avoir l'impression que tout est un danger de vie ou de mort pour le bébé, et que tout est hyper important, on se met une pression pas possible, etc. Et donc c'est vraiment, on parle de choix très subtils, mais je pense que c'est une bonne idée d'essayer de se frotter un petit peu à quel moment est-ce que je ferme ma bouche, au moment où je m'apprête à souligner que la purée n'est pas bien mixée, ou que les pressions, il y a Pierre qui est pressionné avec Paul sur le body. Et en fait, juste se dire à quel moment est-ce que, en voulant que les choses soient faites parfaitement, quel est le prix est-ce que ça ne me coûte pas quelque chose dans la dynamique de coparentalité ? La réponse est peut-être. La réponse, c'est à chacune Oui, moi, je sais la réponse pour moi. Moi aussi. Et en tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment le sentiment qu'il a fallu que j'arrête de penser que c'était moi qui savais tout. Mais ça, c'est d'une façon générale dans ma vie, que je pensais sincèrement que c'était moi qui avais raison, et que ma façon de faire, c'était la meilleure, et que si c'était pas fait comme moi, je pensais que c'était fait, les choses allaient pas bien se passer. C'était plein de bonnes intentions, mais il a fallu que j'accepte de lâcher du lest là-dessus pour laisser au père de mes enfants toute la place. Et en fait, il est vraiment... ce qui est chouette, c'est que la plupart du temps, quand on laisse la place, l'autre la prend, et qu'on peut avoir des très bonnes surprises. Moi, je trouve que c'est très rigolo parce que quand on a des enfants, moi, je suis beaucoup éducation bienveillante, écouter l'enfant, j'ai tout lu sur les neurosciences, tout ça. Et je trouve que c'est tellement facile avec un enfant, mais tellement dur avec les adultes. Et ce paradoxe, il m'interpelle à chaque fois de me dire, mais pourquoi j'ai zéro bienveillance et tolérance envers des adultes, alors que je le prône
complètement avec les enfants et que j'espère que ma fille, mes futurs enfants deviendront des adultes comme ça. Oui. Est-ce que ça te parle? Pourquoi est-ce qu'on est si intolérant envers les autres adultes et le conjoint ou la conjointe? Alors, par moi, extension ce que je constate énormément et où cette idée d'observer la bienveillance qu'on trouve très facilement envers des enfants, là où ça m'est particulièrement utile dans l'accompagnement que je propose, c'est pas tant la bienveillance et la tolérance envers les autres adultes que la bienveillance et la tolérance envers nous-mêmes. Parce qu'en fait, je pense qu'une grande partie des difficultés qu'on rencontre en tant qu'adulte, quand on a le type d'éducation, voilà, plutôt dont on parle là, qui est plutôt perfectionniste, plutôt anxieux, plutôt à vouloir cocher toutes les cases et tout faire bien et avoir l'approbation, l'aval et les félicitations du jury. En réalité, souvent, le discours intérieur, c'est un discours intérieur qui est tout sauf tolérant, patient, bienveillant, compréhensif. Et envers soi-même, envers soi-même. C'est-à-dire que c'est souvent un discours, et à mon sens, c'est là que tout commence, parce qu'en fait, si on arrive vraiment à trouver de la tolérance, de la bienveillance et de la compassion pour soi-même, on la trouve beaucoup plus facilement pour les autres adultes, parce qu'en fait, si on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Mais avec les enfants, c'est une autre dynamique. On a un accès beaucoup plus facile à l'amour inconditionnel envers nos enfants qu'envers nous-mêmes ou envers les autres adultes. Parce que en fait, les enfants, on voit bien, c'est encore très proche, leur innocence complète, le fait qu'un bébé, il a besoin de tout, il peut rien faire seul. Et donc en fait, on leur fait beaucoup plus facilement le cadeau à eux de penser que ils font pas exprès, qu'ils font ce qu'ils peuvent, qu'ils veulent pas nous embêter, même si bon, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut répéter parce que voilà, il fait les caprices et tout ça. Bon, ça c'est encore. C'est bon, on a fait un épisode là-dessus. Voilà, ils ont compris, les gens ont compris, je pense. C'est ça. Mais donc voilà, cette bienveillance, on arrive à la trouver parce qu'on voit en face de nous des êtres qui nous paraissent dépendants de nous, faibles, pas dans le sens négatif du terme, mais je veux dire, ils sont physiquement plus faibles que nous, ils n'ont pas la maturité cognitive, etc. Donc, on la trouve plus facilement, effectivement. Est-ce que tu es surprise de voir que les gens sont si peu en contact avec eux-mêmes? Alors, je ne suis pas surprise parce que j'ai vécu comme ça pendant extrêmement longtemps et que je pense que je n'ai pas du tout fini. Je pense d'ailleurs que c'est probablement jamais fini. Mais je ne suis pas du tout surprise parce que moi-même, c'est quelque chose auquel il faut que je travaille activement parce que je suis personnellement plutôt quelqu'un qui vit dans ma tête que dans mon corps. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je suis plutôt quelqu'un qui pense plutôt que quelqu'un qui ressent. J'ai besoin de comprendre, d'intellectualiser, de décortiquer, d'analyser, etc. Et donc, du coup, j'ai pas de mal à imaginer que les gens autour de moi puissent être comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une culture qui élève la science, la raison au rang presque de religion. Ça devient... c'est à ça qu'on se rattache. C'est ça qui crée nos croyances, notre impression de comprendre le monde, etc. Si c'est scientifiquement prouvé, alors c'est vrai avec un V majuscule. Et donc, en fait, tout ça ne laisse absolument pas de place à nos intuitions, à nos ressentis émotionnels qui deviennent un peu encombrants, pas compréhensibles. Donc, je ne suis pas du tout étonnée que ça favorise plutôt tout ce qui est au-dessus de notre cou plutôt que ce qui est dans le reste de notre corps. Alors, est-ce que, justement, ça faisait partie de mes dernières questions, être responsable de ses émotions, est-ce que c'est le cheminement le plus dur dans tout ce que tu enseignes ou donnes comme astuce? Alors, je pense que cette idée d'indépendance émotionnelle, c'est vraiment une brique de base sur laquelle tout s'appuie, mais je pense que c'est un travail qu'on peut se proposer de faire tout au long de sa vie et que c'est un peu comme un oignon, c'est-à-dire qu'il y a les premières couches qui sont peut-être plus... qui ne sont pas forcément faciles, mais on va commencer par retirer les premières couches de dépendance émotionnelle vis-à-vis de certaines personnes dans notre vie. Donc on peut comprendre et détecter des schémas dans lesquels on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on rend quelqu'un d'autre responsable de notre bonheur ou de notre douleur. Mais qu'une fois qu'on s'est débarrassé de ça, il y a encore d'autres choses en dessous. Et que, par définition, à mon sens, l'être humain a envie
d'avancer, a envie de grandir, a envie de créer davantage de choses. Je pense qu'on est vraiment un être humain en bonne santé. C'est ça qu'il a envie de faire. C'est ça qu'il a envie de faire, de multiplier son impact dans le monde, sur les gens. Et qu'à partir du moment où on se propose de créer des nouvelles choses, on sort de sa zone de confiance. Et là, il faut tout réapprendre. Donc en fait, c'est un éternel recommencement. C'est simplement qu'à chaque fois, ce sont les mêmes outils qu'on met en œuvre et qu'on a le souvenir de la fois d'avant et la fois encore d'avant. Et donc, on commence à comprendre le truc. On se dit, ah, bah voilà. Donc, voilà la honte qui revient, voilà la peur qui revient, voilà la peur du jugement, voilà l'inquiétude, voilà le doute. Mais on les connaît, donc on les laisse moins nous ralentir. C'est marrant, quand tu dis ça, je vois tellement le film Vice Versa. Ah oui, avec les dessins animés qui est génial, où on voit les émotions dans notre cerveau qui pousse-toi, je suis là, c'est moi maintenant. Je trouve qu'il est très bien fait. Est-ce que toi, personnellement, tu te sens épanouie aujourd'hui? Alors, je me sens très épanouie aujourd'hui. Je pense que j'ai jamais été aussi... Enfin, oui, disons, d'une façon générale, dans le déroulement de ma vie, il y a eu un mieux continu. Et là, ces dernières années, en particulier avec les outils de coaching, je pense aujourd'hui habiter ma vie de la façon la plus intense et la plus intentionnelle. Aujourd'hui, j'ai eu 40 ans là cet été. Merci. Et voilà, je pense ne m'être jamais sentie aussi vivante qu'aujourd'hui. Mais la distinction importante, c'est de savoir que vivante, ça ne veut pas dire que c'est 100% le bonheur tout le temps. Mais que finalement, moi, ce vers quoi j'ai envie de cheminer, c'est de vraiment vivre mon expérience humaine dans sa réalité la plus vraie et la plus authentique. Et donc, ça veut dire avec aussi le pan difficile, le pan douloureux. Mais je préfère largement ça à cette idée de quête du bonheur illusoire et où, du coup, il faut masquer ou enfouir ou supprimer les choses qui me plaisent moins et donc s'oublier. Tu veux qu'on reprenne ? Non, c'est pas grave, c'est une partie claque. Donc voilà, en fait, c'est à ça que j'aspire. J'ai envie de vivre les années qui me restent sur cette planète de la façon la plus intense et la plus intentionnelle qui soit. Donc ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps, mais ça veut dire que j'y arrive quand même le gros du temps. En tout cas, dans tes podcasts, c'est vraiment ça qui transparaît. Je le ressens moi-même sans te connaître, tu vois. D'accord. Et une dernière question, bonus. Tu recommanderais quels épisodes, tu peux prendre du temps avant de réfléchir, pour des nouvelles mamans? Dans tous tes podcasts, combien il y en a là, je viens d'enregistrer le 124. Voilà. Donc si tu avais quelques épisodes qui sont importants à écouter, ce serait lequel ? Pour commencer, je suggère toujours de reprendre le podcast depuis le début parce que les premiers épisodes du podcast sont vraiment construits pour mettre en place les fondamentaux de l'approche, les notions de base. Et rien que ça, déjà, on peut changer sa vie avec, je pense, les 5 premiers épisodes du podcast. Et en fait, ce que je suggérerais ensuite, c'est de piocher au gré des difficultés qu'on peut rencontrer dans son quotidien. Donc, il y a un épisode sur l'anxiété, il y a un épisode sur la peur, il y a un épisode sur les critiques auxquelles on peut faire face quand on a des enfants, les épisodes sur l'accueil des émotions, par exemple, sur SOS émotions fortes, par exemple. Enfin, voilà, on peut passer en revue les thématiques. J'essaye de rendre les titres assez lisibles pour que vous puissiez, même en ayant peu dormi ou en étant fatigué ou débordé, choisir quelque chose. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on me dit, c'est que souvent, il y a des personnes qui les écoutent séquentiellement, qui réécoutent tout depuis le début, et puis il y en a qui picorent. Et donc, c'est en fonction du mode de consommation qu'on préfère. Moi, j'ai fait comme tu as dit. J'ai écouté les premiers, après j'ai picoré. Ouais. En fonction de ce qui me parlait, tu as raison, au moment ah tiens, ça c'est marrant, ça m'attire, c'est bizarre, je vais aller écouter. Je suis pas très confortable avec le titre, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Je crois que c'était le Avoir tort. Ah oui, non, mais c'est important, ouais. C'est ça. Bon, merci beaucoup Clotilde. Merci, j'espère que ça va aider les mamans à sortir du brouillard. Oui, ou au moins de se dire que c'est pas grave. C'est ça. Alors, il y a un message que j'ai envie de transmettre qui a été pour moi très clair entre la naissance de mon premier et la naissance de mon deuxième. C'est que je me suis aperçue que j'avais passé beaucoup de temps dans la petite enfance de mon premier enfant, déployé beaucoup d'énergie à résoudre des problèmes qui allaient de toute façon se résoudre avec le temps.
Du type le sommeil. Du type le sommeil, du type certaines habitudes qu'ont les enfants, des comportements, ils font pas la sieste, ou ils la font trop, ou ils la font plus, ou ils la font pas au bon moment, ou ils mangent plus comme ci, ou ils mangent pas comme ça, ou ce genre de choses. En fait, il y a énormément de choses qui simplement passent avec le temps et qu'on a le choix à un moment de déployer de l'énergie dans la lecture de livres, chercher des trucs sur des forums, sur Internet, comment résoudre ce problème, ce qui est souvent l'état d'esprit dans lequel on est dans sa vie en général, et donc on essaye de faire du problem solving sur son enfant. Et en fait, on peut juste se demander, est-ce que cette même énergie, je peux l'utiliser à simplement trouver de la patience pour simplement voir, est-ce que je peux accepter ça pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis voir est-ce que ça se résout tout seul. Parce qu'avec mon deuxième, c'est plutôt comme ça que j'ai été, et les problèmes ont disparu exactement au même stade qu'avec mon premier, c'est juste que j'étais beaucoup plus détendue. Et tu avais de l'expérience d'avant Alors, aussi. j'avais l'expérience, mais il y a beaucoup de choses où c'est simplement, il faut juste attendre en fait. Donc l'expérience aide à attendre, mais l'expérience, c'est pas l'expérience qui résout le problème. C'est juste l'expérience qui permet d'accéder à la patience. Patience, c'est un beau mot. Ouais. Mais c'est dur. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Il faudra que je fasse un épisode sur l'impatience. Ah bah j'ai hâte. La patience et l'impatience, ouais. Merci beaucoup Clotilde. Merci Clémentine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Mathieu Chéreau, co-auteur du livre « Les enfants dans la nature » pour parler éducation et nature. Une conversation vraiment intéressante et surtout très enrichissante. À la semaine prochaine, très bon vendredi.